Alors, avant de passer à la suite du cours, je voudrais faire un rappel sur les conditions limites qui, à mon avis, peuvent vous être utiles dans, alors je vais pas balayer tous les cas, mais les cas qu'on rencontre le plus fréquemment. Alors, donc, j'ai rappelé les informations qu'on peut avoir lorsqu'on fait l'étude d'une poutre en tension ou en flexion. Alors, par exemple, une poutre sur appui simple, ce qu'on a déjà étudié en flexion, et donc qu'est-ce que cela va donner en tension? Bon, simplement, l'information que l'on a ici, elle est sur les conditions limites cinématiquement admissibles, donc à savoir les déplacements. Et là, on sait que les déplacements sont nuls. En flexion, on retrouve exactement la même chose. On l'a vu dans l'étude précédente, que les déplacements sont nuls et que le moment de flexion, donc par rapport à l'axe Z, enfin donc un axe perpendiculaire au plan de l'écran, est nul. Ok. Alors un autre cas, c'est un appui coulissant. D'accord? Donc, dans ce cas-là, que se passe-t-il pour la tension? Donc, c'est ce dont je vous parlais précédemment. On va pas forcément chercher à avoir une information sur les déplacements, hein. Chercher ce qui est connu ici. Vous savez ici que les efforts en tension, d'accord? Donc, les efforts normaux ici vont être nuls. Voilà. Donc, après, vous essaierez d'exploiter ça pour le ramener au déplacement U. Pour les flexions, bon, on retrouve exactement la même condition. Suivant l'axe Y, les déplacements sont nuls et le moment de flexion va également être nul. Alors, le cas d'un encastrement, donc celui qu'on a vu en tension, bon, bah là c'est très simple, hein, les déplacements sont nuls. Et de même, pour la flexion, vous avez le déplacement suivant l'axe y qui est nul, et là vous avez la dérivée, d'accord, de v par rapport à x qui va être nul. Alors d'où vient cette relation? Le fait que ici v' soit nul. En fait, v' vous pouvez le relier à la rotation. Alors attention, ici oméga représente bien la rotation par rapport à l'axe 3z si c'est celui qui est perpendiculaire à la projection, et celui-ci peut s'exprimer en fonction de dv sur dx. Hein. Je vous invite à faire le petit dessin représentant l'angle oméga lorsque dv et dx font des petites variations. Si toutefois cette représentation vous pose un problème, je vous invite à me poser la question, on en discutera lors de l'échange de questions. Ok, donc la traduction, c'est que la rotation à l'encastrement, elle est nulle, et on la traduit sur la dérivée de v par rapport à x ici, qui est également nulle. Puis vous avez la poutre complètement libre d'un côté, bon bah là vous avez aucune information sur le déplacement, vous avez absolument aucun effort, donc qu'ils soient normaux, tranchants ou des moments de flexion. Voilà. Et puis le tout dernier, c'est ce qu'on va appeler un encastrement coulissant. Là, vous avez les efforts normaux ici en tension qui vont être nuls puisque la poutre peut se déplacer librement. Et vous allez avoir de la même façon pour l'encastrement dans le cas des flexions, les déplacements suivant Y et la rotation autour de l'axe Z qui vont être nuls, qui font que dv sur dx va être nul. Voilà. Donc bon, c'est un espèce de pense-bête. Hein. Je pense que bon, vous pouvez trouver ces informations évidemment seul, il n'y a absolument aucun problème. Mais c'était histoire de fixer les idées. Alors, maintenant, je voudrais qu'on passe à la démonstration de l'orthogonalité des modes propres dans le cas des milieux continus. Donc, vous vous souvenez, on a fait cette démonstration dans le cas de l'étude des systèmes discrets, et on peut mener la même étude sur les milieux continus. C'est un petit peu moins digeste, on va dire. Alors, pour ce faire, on va s'appuyer sur un exemple, hein, à savoir la poutre en flexion sur appui simple. Alors, je fais une petite remarque de notation. Hein, dans le cas des systèmes discrets, on a n degrés de liberté. Les modes propres étaient des vecteurs de dimension n. Dans le cas des milieux continus, d'accord, bon, comme la poutre qu'on est en train d'étudier, les modes propres, d'accord, n'ont qu'une composante, d'accord. Alors, suivant y si on est en flexion, suivant x si on est en tension, on a vu qu'on a fait u et v, d'accord, et ne dépendent que de x, hein, ce qui est écrit ici. Donc par la suite, mais on l'a déjà fait précédemment, hein, je vais pas mettre de vecteur en fait sur l'étude de ces modes, hein, puisqu'ils n'ont qu'une composante. Hein. Vous avez vu à chaque fois le v, on l'a pas franchi d'un vecteur, donc je le reprécise ici. Et je vous rappelle qu'à la différence des systèmes discrets, hein, la différence fondamentale, c'est que pour un milieu continu, des modes propres, nous en avons une infinité. Okay. Alors, donc c'est préalable étant fixé, on peut maintenant débuter. Alors, je vais appeler les modes propres phi, indicés i ou j, ce qu'on appelait tout à l'heure, par exemple, dans le cas de la poutre en flexion v, d'accord? Alors, à chaque fois, un mode propre est évidemment associé à une pulsation propre. Donc voilà, donc phi i associé à petit oméga i et phi j associé à petit oméga j. Alors,
Je vous rappelle l'équation locale sur une poutre de longueur 0L. Donc, on l'avait écrit avec des VK, hein, je reprécise. Maintenant, on va utiliser les phi. Ce sont des notations usuelles dans le cadre de la démonstration. C'est pas pour vous embêter que j'utilise ça, mais c'est pour VK. Je sais que Monsieur Méo pourrait faire ça pour vous embêter parce que c'est son objectif principal quand il est avec vous en cours. Moi, ce n'est pas le cas, vous le savez. Donc, ceci étant dit, je vous rappelle l'équation qui gère la vibration de la poutre en flexion ici. Alors, on peut indépendamment écrire cette relation de trois façons différentes, donc celle qui est écrite ici. Je peux l'écrire de cette façon-là. Je vous rappelle le petit exposant 4 entre parenthèses qui représente donc la dérivée d'ordre 4 par rapport à x. Et puis je peux m'affranchir de la variable x parfois, juste pour alléger les notations. Alors je vais essayer dans la mesure du possible de les garder, mais des fois je vais pas mettre à chaque fois que ça dépend du x. On sait qu'on est dans le cadre de la théorie des poutres, on sait que les fonctions ne dépendent que d'une seule variable qui est x. Mais bon, je préférais voilà, rappeler ces trois notations qui peuvent être utilisées indifféremment. Alors, donc je vais donc prendre la plus simple, hein, la dernière, et je vais la multiplier par un mode propre Fiji. Et je vais ensuite intégrer sur la longueur de la poutre 0L. Donc je reprends cette formule-ci, je multiplie par Fiji, et j'intègre sur 0L. Donc le premier terme, et ensuite le deuxième. Je multiplie par Fiji, j'intègre sur 0L. Donc voici ce que j'obtiens comme égalité. D'accord? Donc gardez-la à l'esprit. Et je la rappelle sur le transparent suivant. Je vais maintenant faire une double intégration par partie sur le premier terme. D'accord? Je vous rappelle le premier terme, je le raffiche là. Ok? Donc le premier terme, on a une dérivée d'ordre 4 et la fonction Fiji. Je vais exploiter ce terme et faire une double intégration par partie sur ce terme. Donc voici la première intégration par partie, d'accord? Donc j'ai ce terme-là et celui-ci, et je réitère une intégration par partie sur ce terme-là. Ainsi, j'obtiens l'égalité suivante. Donc cette intégrale où j'ai une dérivée à quatrième et la fonction Fiji, je vois apparaître ici une dérivée troisième, une dérivée seconde, et ici deux dérivées secondes, voilà, et puis une dérivée première ici, pour les phi i Fiji. Maintenant, je vais m'intéresser donc aux termes ici qui sont entre crochets. D'accord. Donc dans le cas de notre poutre en flexion, sur appui simple, je vous rappelle qu'on avait les conditions limites qui nous disaient que les déplacements, donc dans le cas précédent on les avait appelés V, VK, étaient nuls en x égale 0 et en x égale L. Pas de déplacement en x égale 0, x égale L, que je traduis ici. Donc Fiji en x égale 0 et en x égale L sont nuls. Donc, si on les remplace dans ce terme-là, vous le voyez apparaître ici, le Fiji, et ben de ce fait, les bornes étant 0L, ce terme va disparaître. Hein. On voit donc que celui-ci est nul. Alors, d'un coup, il ne nous reste plus que ces deux termes-ci dans l'égalité. Alors, on avait vu que les moments de flexion étaient nuls, et je vous l'ai rappelé ici, et que les moments de flexion sont reliés, d'accord, au mode propre, avec la dérivée seconde. Donc, on obtient la même information sur les dérivées secondes. Or, les dérivées secondes qui sont ici, on les retrouve également dans ce terme-ci en x égale 0, x égale L. Ça signifie que ce terme-là, donc, va être également annulé. Donc finalement, on a réussi à montrer que ce terme-là, où on avait une dérivée d'ordre 4 qui nous enquiquine toujours un petit peu, peut s'exprimer de cette façon-là. Voilà ce qu'on a réussi à faire comme première étape dans la résolution. D'accord? Donc je vous rappelle que finalement, il va nous rester quoi? Cette égalité. Okay? Alors poursuivons. On avait établi la relation précédente, alors je vous ai mis la diapositive 9 si vous voulez y retourner, d'accord? Et donc on va exploiter ça un peu plus loin. Donc j'ai remplacé le terme ici par ce résultat-là. Donc on obtient cette égalité. Ok? Entendu? Voilà, donc ça c'était quand même la partie un petit peu la plus difficile, c'est d'arriver à cette égalité. Alors, je peux également l'écrire en inversant les indices J et I, d'accord? Ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est sur un produit scalaire, donc on commute, c'est pas un souci, ce sont des indices muets. De toute façon, même sans cela, je pourrais les moduliter. Il faut bien faire attention à mettre un J ici. Et maintenant, je vais exploiter ces deux expressions et faire la différence de l'une avec l'autre. Ok? Voilà, donc je les ai rappelées ici. Vous avez ici I, J et ici JI. D'accord? On retrouve IJ ici et JI ici. Et là, vous avez bien le oméga indice I et oméga indice J. Effectuons la différence. Si on effectue la différence, on a exactement les deux mêmes quantités ici. Donc on va avoir un 0 d'un côté. Et ici, on va obtenir la relation suivante. D'accord? On peut mettre oméga I et oméga J en facteur. Et voici ce que l'on obtient. D'accord? Alors, que se passe-t-il ensuite si on exploite ça? On sait pertinemment que ceci va être égal à 0, soit si le terme entre parenthèses est nul, soit si cette intégrale est nulle. Or, oméga i est différent d'oméga j, ce sont deux pulsations propres différentes. Donc ça implique
forcément que ce terme-là soit nul. Donc on obtient la relation suivante qui s'appelle la relation de M orthogonalité, d'accord, parce que ça fait intervenir plutôt les propriétés d'inertie du solide. Alors une fois qu'on a effectué cette démonstration là, d'accord, que cette quantité est nulle, eh ben on peut donc très facilement arriver à montrer que celle-ci est nulle. Hein. Ceci étant nul, on va montrer que ceci est nul. Et donc on obtient la relation de K orthogonalité qui fait par contre ici intervenir, je veux dire les caractéristiques propres du matériau, d'élasticité du matériau entre autres. Voilà. Donc on a ainsi démontré l'orthogonalité des modes propres pour les deux propriétés d'inertie et de raideur ou d'élasticité, comme vous voulez. Voilà. Alors, j'insiste sur le fait que si cette démonstration vous pose des soucis, n'hésitez pas à m'interroger sur le forum, on y répondra lors de la séance d'échange. Alors j'ai rappelé les deux relations là. Alors bon, ça ce sont des relations, on va dire mathématiques. Quel est le sens physique de tout cela? Ça me paraît important de le rappeler. Donc ça veut simplement dire que le travail virtuel des forces d'inertie du mode I lors d'un déplacement selon le mode J est nul. Et ça, on le retrouve également pour les forces élastiques. Hein. D'accord? Parce que finalement, le travail, ça va être quoi? Ça va être la force qui va être représentée physiquement par un ρs phi j que vous multipliez ensuite par un autre déplacement phi i, vous obtenez bien un travail. Et donc, ça traduit ce qui est écrit ici en vert. Donc, le travail virtuel des forces d'inertie ou d'élastique, hein, suivant un mode I, lors d'un déplacement suivant un autre mode, d'accord, eh ben, va être nul. Voilà la traduction physique de l'orthogonalité des modes. Alors ça, on l'avait déjà vu dans le cas de l'étude des milieux discrets. Voilà. Je vous propose d'arrêter ici et on continue sur la prochaine vidéo.